Eh bien, Céline, je vous propose de débuter cet échange donc autour de la question de l'évolution des parcours permanents. Et nous avons convié donc de jeunes conservateurs et conservatrices. Et cet échange sera donc animé par Céline Chanas, vice-présidente de la FEMS et directrice du Musée de Bretagne. Je vous laisse la parole, Céline. Oui, ben bonjour à toutes et tous. Ravie que ce jeudi, en tout cas, suscite autant d'intérêt. Voilà, preuve que ce questionnement sur la notion de parcours permanent, en tout cas, est d'actualité dans notre réseau des musées de société. Alors, c'est un sujet que nous travaillons à la fois de longue date et puis que nous avons quand même beaucoup activé ces derniers mois, ces dernières années avec nos rencontres professionnelles qui se sont déroulées à Bordeaux, à Arles et puis dans les Vosges cette année autour des questions muséographiques. Et à chaque fois, nous avons pu engager et réfléchir sur des thématiques sous-jacentes, la question de l'engagement, la question également des héritages au moment de la réouverture du musée Arlaten, et puis la question du dialogue et de la présence de la création contemporaine cette année dans les Vosges. Donc, je signale également à toutes fins utiles que nous avons publié cette publication est disponible en format PDF sur le site de la FEMS. Les actes des deux premières rencontres et la dernière est sous presse et devrait être disponible et lancée au moment de nos prochaines rencontres dans la Vénois qui, cette année, ont pour thème l'ambition sociale et écologique des écomusées et musées de société. Et puis, nous organisons aussi régulièrement, et ça vient aussi peut-être en contrepoint de ces rencontres et de ces formats plus conversationnels que sont les jeudis, des journées en région qu'on qualifie plutôt de journées professionnelles muséographie pratique et qui ont pour but de découvrir, je dirais, soit des problèmes, soit des solutions, en tout cas de s'ancrer dans des expositions et de discuter avec les concepteurs, que ce soit les conservateurs, les directeurs, les médiateurs des musées, et puis également les scénographes et les muséographes qui ont pu collaborer. Donc la prochaine est à Paris, le 6 décembre, et elle va se dérouler autour d'un questionnement autour de la photographie entre l'exposition au musée Galliera et le musée de la Poste. Voilà, je le signale. Et donc, pour introduire ces journées, un petit peu le pourquoi du comment, c'est une première pour nous, mais ça s'inscrit dans un partenariat que nous souhaitons renforcer au niveau de la FEMS avec l'Institut national du patrimoine. Aujourd'hui, voilà, les conservateurs issus de cette formation, enfin cette double formation pour la territoriale INP-INET, sont très largement présents dans les musées de société, mais ça n'a pas toujours été le cas et il nous tient à cœur, en tout cas nous au niveau du réseau, de pouvoir écouter, je pense que c'était le sens premier de l'invitation, le regard que peuvent avoir voilà, de jeunes professionnels qui arrivent en quelque sorte dans leurs institutions puisqu'ils ont pris leur poste tout récemment, au 1er juillet. Ils travaillent dans des territoires différents, des musées aussi différents de par leur histoire, de par la nature de leur collection et aussi de par leur ambition. Mais voilà, il me paraissait intéressant de les écouter parce que pour ma part, j'ai assisté à plusieurs, enfin à deux, celle de Manon Le Caplin et puis Vicky Puring qui a pris son stage au musée de Bretagne, on s'est bien longuement fréquenté, d'écouter ce qu'ils avaient pu produire dans le cadre de leurs travaux scientifiques, puisque finalement cette question des parcours, des expositions permanentes a pour un certain nombre d'entre eux, les a bien occupés. Et comme au sein de l'INP, il y a également un stage à l'étranger et qu'il y a beaucoup d'exploration, on va dire, d'environnement professionnel, c'est pour nous intéressant de voir comment eux, ils abordent justement cette notion de parcours permanent et quelles sont les inspirations, les envies. Alors, ils ne pourront pas toutes les réaliser, mais voilà, on sait que quand on prend un poste, on a beaucoup d'envie. En tout cas, on a un sens à donner à ce poste et c'est intéressant de le partager. Alors, je les présente rapidement. Donc, je vais faire par ordre simplement alphabétique. Donc, Vicky Buring, qui vient de prendre ses fonctions comme conservatrice des collections ethnologiques pour les musées de Dijon, des musées qui, n'est-ce
espérons d'ailleurs bientôt rejoindre le réseau de la SEMS. Vicky, vous avez étudié le patrimoine ethnologique et les arts du XXe siècle à l'école du Louvre avant d'intégrer l'INP. Vous avez fait votre stage, comme je le disais, au musée de Bretagne et vous intéressez largement à la question de la construction des identités régionales et l'héritage des folkloristes que vous avez pu observer et qui vous occupent aussi, j'imagine, dans votre réflexion sur l'évolution du récit et du parcours au musée de la vie bourguignonne Perrin. Ensuite, nous avons Hélène Ferron. Alors, elle est l'opposé, on va dire, en termes de géographie, puisque Hélène, vous avez rejoint après une formation en histoire de l'art et en management dispensée par l'école du Louvre et l'ESSEC, un musée qui est dans le sud-ouest de la France, à Bayonne. Vous avez rejoint le musée Bonnat-Helleux, qui est un musée actuellement fermé et en pleine rénovation. Et vous êtes particulièrement intéressé dans vos travaux scientifiques à la notion de collectionnisme et aux enjeux spécifiques au musée de collectionneurs. Alors, je ne le vois plus sur mon écran, mais nous avons également avec nous Maximilien Fortier. Donc, votre parcours à vous a plutôt amené à étudier l'histoire des techniques, mais voilà, vous vous définissez, je crois, comme un généraliste, puisque vous êtes passé par nombreuses, on va dire, cases du patrimoine, que ce soit les galeries ou le marché de l'art, mais aussi l'inventaire ou la CRMH, également la médiation. Et voilà, vous avez une vision très globalisante du musée et vous avez passé votre stage de spécialité alors dans un environnement qui devait être aussi très stimulant puisqu'il s'agissait de la réouverture d'un musée de société dont on attendait l'ouverture de longue date, puisqu'il s'agit du musée savoisien à Chambéry, qui a ouvert à la fin du mois d'avril dernier, si je ne me trompe. Et donc, vous avez dû connaître peut-être encore quelques calages durant votre stage de spécialité. Non, les prémices de l'ouverture, puisque c'était l'année d'avant, je me reprends. Et enfin, Manon Le Caplin. Donc, vous venez de prendre la direction des musées de Poitiers. Après avoir fait un stage, et ça sera l'un des éléments, je pense, qui vous amènera à causer autour de l'évolution des parcours permanents, votre stage de spécialité au sein du musée des Beaux-Arts de Valenciennes. Et auparavant, vous aussi, vous avez une formation très, très large et complète, puisque vous êtes, on va dire, archiviste de formation. Vous êtes passé par l'école des chartes. Vous avez aussi travaillé sur la photographie de nu dite documentaire au tournant du siècle, puisque vous avez une thèse de doctorat, et c'est votre intérêt pour les images en général, je crois, qui vous a poussé à travailler dans les musées. Et je crois que vous êtes tous convaincus, et c'est aussi la raison de cette invitation, du rôle des musées à jouer dans les débats sociétaux en général, en ce sens que nos musées sont aussi porteurs d'images, de récits, de significations que nous sommes en capacité, enfin que nous devons être en capacité d'accompagner. Alors, pour entamer, et je vois qu'on est à peu près une trentaine, donc c'est bien, le temps d'introduction a fait venir nos auditeurs. Voilà, première question que je vous pose à tous et qui est relative à la notion de parcours permanent, puisque ce terme de parcours permanent, c'est un terme qu'on utilise largement dans les musées de société. Dans d'autres musées, on va utiliser possiblement d'autres terminologies, la notion de collection permanente pour les musées des Beaux-Arts. Et en même temps, on a vu apparaître au gré de différentes réouvertures de musées récemment. Je lisais dans la presse la manière dont Olivier Cogne, au musée dauphinois, qui vient aussi de rénover Jean de l'Alpe, ou le musée savoisien, ou même le musée de Neuchâtel, avec une exposition qui s'appelle L'impermanence des choses. Donc là, tout est dit. Voilà, ne remettez pas forcément en question la validité, on va dire, du dispositif, mais par contre, le réinterroger. Et voilà, l'idée, c'était de vous poser la question chacun de votre tour. Donc, Maximilien, je vous laisse la parole pour commencer. Oui, bonjour, et déjà merci de cette présentation et de l'invitation. Par rapport au sujet même de ce qu'est le parcours permanent, je trouve qu'on le confond très, très souvent
avec ce qu'est un musée. Disons que c'est parfois même un synonyme, en tout cas, c'en est certainement le cœur. Le cœur du sujet, c'est véritablement le parcours permanent et c'est celui qui doit faire parcours de référence. Et je trouve que justement cette notion de référence, cette notion de sujet, elle est véritablement fondamentale. C'est elle qui permet de singulariser un musée des autres équipements et des autres institutions, puisqu'elle permet, à partir d'objets qui sont la collection Musée de France ou pas d'ailleurs, de pouvoir justement traiter d'un sujet. Euh, Ce sujet, justement, je trouve également qu'elle devrait être traitée beaucoup plus de manière, non pas subjective, toujours objective, bien sûr, mais au moins comme étant une proposition, c'est-à-dire laisser les conditions de la réflexion, et c'est ce que l'on parlait tout à l'heure, notamment avec les résonances avec les sujets sociétaux en général. Il faut pouvoir faire que ces parcours permanents soient le socle d'une réflexion et non pas l'alpha et l'oméga de celle-ci. Dans ce cadre-là, on peut se dire justement que le parcours permanent, c'est aussi une proposition qui est faite aux visiteurs et que celui-ci doit également concevoir la sienne. Et dans ce cas-là, également, c'est quelque chose qui doit avant tout donner les cartes en main aux visiteurs pour pouvoir traiter du sujet de référence. Justement, sujet de référence, on voit depuis environ une dizaine d'années, notamment dans les beaux-arts, qu'il est de plus en plus pris en compte, notamment dans les PSC, on voit une véritable évolution. On voit notamment que les musées des beaux-arts se recentrent de plus en plus vers comment dire, vers une spécification, voilà, une spécialisation, notamment les écoles locales. On voit de plus en plus, et par exemple, je trouve que, Manon, tu me corrigeras, mais c'est ce que l'on retrouve au musée de Poitiers. On continue de parler de l'histoire de l'art générale, mais cette fois-ci, on parle également de Louis Gauffier, qui était Poitevin. On parle également de toutes ces écoles. C'est ce que l'on fait également ici, également à Saintes, puisque nous nous sommes recentrés lors du dernier DOSC. Donc, ce n'est pas tout à fait un PSC, c'est un document entre les deux. Mais le dernier DOSC parle cette fois-ci du paysage saintongeais. Et puis, justement, dans tout ce qu'est le parcours permanent, moi, personnellement, mon stage, une note un peu plus personnelle, mon stage au Savoisien m'a été véritablement essentiel et très, très informatif, puisqu'il m'a permis de véritablement fixer ce qu'est un parcours permanent. Moi, il y a une phrase qui me restera toujours en tête, notamment sur l'accrochage et sur le... Je vais répondre après, j'ai vu la question. Sur le parcours permanent du Savoisien, il y a des phrases qui me resteront toujours en tête. Il y en a une, par exemple, qui me disait que la politique d'acquisition, c'est ce qui fait la différence entre la brocante et la collection. Moi, j'ai trouvé que cette phrase a été très significative. Et pour aller encore plus loin, on peut même dire que c'est l'accrochage de ce qui est donc une collection cohérente qui permet de traiter, de révéler un sujet. Et moi, je trouve que cette phrase, elle résume vraiment bien ce que doit être la philosophie même d'un parcours permanent. Un parcours permanent qui, au Savoisien notamment, fait la part belle au public et notamment au sujet du territoire dans lequel il traite. La philosophie générale a été de prendre le territoire comme étant une notion objective pour pouvoir déjouer les pièges forcément subjectifs de l'identité. Et en Savoie, c'est quelque chose qui est très prégnant. Et du coup, le parcours, il a été également tourné au service des visiteurs, bien sûr, mais aussi au service du territoire. C'est un musée départemental. Et notamment, on a plein de références permanentes dans le musée savoisien à d'autres églises du territoire, à d'autres musées du territoire, pour dire si vous voulez aller plus loin, ici on est généraliste, mais par exemple, si vous voulez aller un petit peu plus loin sur le sujet des mines, par exemple en Savoie, vous pouvez aller au musée des Heurtières, où il y a une mine d'aluminium. Moi, je trouvais que ce principe était également très intéressant. Voilà, je vais peut-être laisser la parole pour répondre à la question de tout à l'heure. L'acronyme, j'imagine, c'est sur DOSC. C'est Document d'orientation scientifique et culturelle. On va dire qu'en fait, la municipalité n'a pas préféré se lancer tout de suite dans un PSC parce qu'il y a un projet de musée à construire. Donc, pour l'instant, ils se sont lancés dans un DOSC avec l'existant pour pouvoir faire un PSC lorsque le projet du musée sera beaucoup plus solide. Merci Maximilien, donc une sorte de schéma directeur. Comme vous avez évoqué Poitiers, je propose qu'on enchaîne avec Manon. Hop, est-ce que vous m'entendez? Très bien.
Alors, je vais revenir très rapidement sur ce qu'a dit Maximilien, mais pour revenir à la question, le parcours permanent, est-ce qu'il est pertinent? Je pense que c'est même une priorité aujourd'hui, dans nos musées. En tout cas, c'est comme ça, qu'on l'a décidé et formulé, à Poitiers. Avec, des collections en fait, plus que parcours permanent, mais des collections qui sont exposées de manière, permanente, qui vont être vraiment au cœur de notre programmation, y compris d'expositions temporaires. Puisque, à titre d'exemple, l'année prochaine, en 2024, notre exposition temporaire sera en fait autour d'une donation qui va nous être faite et qui entre dans les collections permanentes du musée. Hem, pourquoi, à Poitiers, ça a été, considéré, acté comme une priorité, et pourquoi aussi à titre personnel, je pense que le parcours permanent est plus pertinent aujourd'hui que jamais. Hem, c'est à plusieurs titres, et vis-à-vis des expositions temporaires notamment, par rapport auxquelles on les confronte, souvent en regard. Hem, c'est essentiel, le parcours permanent, au niveau écologique. Aujourd'hui, on parle beaucoup de transition écologique et de développement durable. Une exposition temporaire, bon, ça dépend d'où viennent nos prêts, mais c'est du transport, c'est, des prêts, c'est de la construction de Siemens. Ça a vraiment une forte empreinte carbone, et on le voit de plus en plus, puisque de plus en plus de musées, font leur bilan carbone, et des expositions temporaires notamment. Heu, le parcours permanent, c'est un enjeu économique aujourd'hui, à l'heure des baisses de budget dans les collectivités territoriales qu'on connaît. Hem Et est-ce que c'est pas un enjeu éthique aussi? Est-ce que, on ne doit pas remettre au cœur, le parcours permanent au cœur de nos réflexions, dans une optique de développement durable, dans une optique de décélération générale de nos sociétés, heu et heu et dans une optique, de manière générale, de changement, d'image de nos musées aussi. Pourquoi je parle d'image? Parce que, aujourd'hui, quand on discute avec, des visiteurs de musées, souvent ce qu'ils viennent chercher, c'est l'exposition temporaire. Ils viennent plus chercher le parcours permanent. Parce qu'ils ont l'impression que, alors c'est immobile, ça n'a pas bougé, à tort ou à raison, hein. Hem C'est désuet, c'est ennuyeux, c'est inaccessible, puisque bien souvent il n'y a pas de médiation. Hem Et pourtant, le parcours permanent, ça devrait être le cœur de nos musées. Maximilien l'a dit, le parcours, ce qui définit aujourd'hui un musée de France, c'est les collections permanentes, heu et c'est ce qui fait que nos musées ne sont pas des halls d'exposition temporaires, dans lesquels, on colle des expositions temporaires à des sujets différents, 3 fois par an. Hem, Pourtant, il y a un enjeu de taille, c'est comment faire, du parcours permanent ou semi-permanent d'ailleurs, heu, quelque chose de plus attractif, qui peut répondre, aux attentes des publics, et elles sont diverses en fonction des groupes, qui viennent. Heu et face à ces questions, le Musée des Beaux-Arts de Valenciennes, donc où j'ai fait mon stage de spécialité, comme Céline Chanas, l'a rappelé, s'est positionné de manière, très engagée, en optant pour un parcours, thématique, où le chronologique n'a plus du tout sa place. Je vais développer pour mieux circonscrire ce projet. Le nouveau parcours du Musée des Beaux-Arts de Valenciennes, donc un musée qui est censé réouvrir à la fin de l'année 2025, début 2026, sera donc thématique, transchronologique, interdisciplinaire et vivant. Heu on aura donc, des salles thématiques, pour exemple, le sacré, la nature, la fête, où au sein de ces salles, on va mêler, les collections d'art ancien, mais aussi les collections des dépôts d'art contemporain, mais aussi les collections d'art décoratif, mais aussi, les collections archéologiques, puisque du musée des Beaux-Arts de Valenciennes dépend le service archéologique de la ville de Valenciennes. Hem Donc, on est d'accord ou on n'est pas d'accord? On trouve ça, trop ambitieux ou pas, mais ça a le mérite, de tester, et je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être vers ça qu'il faut aller, tester, heu, s'autoriser aussi à se tromper,
puisqu'un musée, c'est pas quelque chose d'immeuble, c'est quelque chose de vivant. Et si on teste pas, de nouvelles approches, et je me place là d'un point de vue uniquement beaux-arts, heu, je pense qu'on risque de, de s'enfermer dans notre image, de temple, inaccessible, où le parcours permanent est une succession, de tableaux sans médiation et qui reste complètement, obscur, en fait, pour la majorité des publics aujourd'hui. Voilà. Merci Manon. Effectivement, cette question, du coup, on va développer, je pense, cette question du test, le fait de s'autoriser effectivement à se tromper, le droit à l'erreur, et donc à trouver des solutions derrière. Ça doit faire écho, Hélène, je pense, avec la situation dans laquelle vous vous trouvez, puisque vous arrivez vous prenez vos fonctions dans un musée, je dirais, qui suit un parcours de rénovation, je veux dire, assez classique, hein, peut-être que ça fera partie justement des sujets de méthode de mon deuxième lot de questions, voilà, avec une maîtrise d'œuvre qui est déjà en place depuis longtemps, et puis le parcours classique, une étude de programmation, un programme, et puis ensuite les dossiers de consultation des entreprises qui vont permettre de lancer les appels d'offres pour au final arriver à l'ouverture du musée dont vous allez nous parler. Donc je vous laisse peut-être nous dire comment vous prenez vos fonctions, quelles sont vos marges de manœuvre, vos questions aussi, et les premières pistes que vous esquissez sur ces sujets-là. Oui, merci beaucoup. Effectivement, on est fermé depuis quelques années déjà, et donc le projet est déjà bien avancé, avec un muséographique déjà bien mis en place quand je suis arrivée. Et on a remodifié quand même pas mal, je pourrais y revenir. Je voulais revenir sur la pertinence du parcours permanent, parce que c'est véritablement pour ça que j'ai pris mon poste au musée Bonnat-Helleux à Bayonne. C'était pour travailler sur le parcours permanent, puisque ça me semble essentiel. Comme le disait Manon, un musée, c'est une collection et des publics, et elle parlait d'enjeux éthiques, et je pense que c'est véritablement important de se rappeler que justement c'est ce parcours permanent, c'est ce qu'on présente dans ce parcours, donc les œuvres, les objets d'art, etc., qui sont le patrimoine de nos visiteurs et visiteuses locaux. Et donc, je trouve que un des enjeux majeurs des musées beaux-arts actuellement, c'est de refaire naître, s'il a disparu, le sentiment d'attachement des publics à ce patrimoine qui leur appartient. Et c'est ça, on peut se servir d'expositions temporaires pour justement faire jouer l'actualité et l'événementiel. Mais ce qui leur appartient, leur patrimoine, en fait, c'est ce qui fait partie des collections permanentes. Et donc, l'objectif, c'est de donner le goût aux visiteurs et visiteuses de venir et de revenir voir ce qu'ils ont déjà vu, en fait, pour faire naître un sentiment d'attachement et d'appropriation. Et ça peut se faire au travers du parcours permanent, puisque les expositions temporaires, par définition, elles peuvent bien entendu être bâties à partir du parcours permanent. Mais en général, le modèle actuel, c'est qu'on sollicite des prêts. Or, les prêts, du coup, ne font pas partie des collections par définition. Et donc, c'est plus difficile de revenir les voir. Donc ça, c'est un des points majeurs, et c'est véritablement, je pense, ce qui est essentiel. Et Maximilien, je voulais aussi rebondir sur ce que disait Maximilien. Il parlait de parcours de référence, et justement, le fait que le parcours permanent soit un peu une référence à partir de laquelle le public, justement, peut appréhender l'histoire de l'art dans les musées Beaux-Arts. Ce que je trouve intéressant, c'est effectivement, justement, de remettre en question ces références pour faire avancer l'histoire de l'art, comme disait Manon, donc se tester des choses, peut-être se tromper. Et moi, j'ai fait mon stage au LAM, du musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut à Villeneuve-d'Ascq, et je travaillais sur la refonte du parcours permanent pour justement interroger le grand récit de la modernité et de l'art contemporain, en venant justement remettre en question ces artistes un peu mythiques, des héros de la modernité, donc que ce soit Picasso ou Braque, c'est les premiers noms qui me viennent en tête. Et donc l'objectif, c'était vraiment de mêler dans le parcours permanent l'art contemporain, l'art brut, enfin, je commence par l'art contemporain, il faudrait plutôt dire l'art moderne et l'art brut, ainsi que l'art contemporain, pour montrer qu'en fait, rien n'est cloisonné, et que l'histoire de l'art, elle a tendance à mettre des ismes un peu partout, justement, pour classer les mouvements. Là, l'objectif, c'était vraiment de montrer les porosités entre les différents groupes, et justement venir interroger cette histoire de l'art, cette référence
cette référence que peut être justement l'histoire de l'art. Et donc, j'avais mis quelques visuels dans ma présentation pour montrer justement qu'en fait, à partir de l'accrochage, donc là, vous avez le plan sous les yeux, justement, on sort de quelque chose de... Donc, c'est chronothématique, mais en fait, ça s'appuie davantage sur des thématiques pour montrer que, par exemple, la question de l'abstraction, c'était pas juste quelques artistes de l'art moderne, mais ça concernait également tous les artistes qu'on a pu qualifier, qui ont fait des œuvres qu'on a qualifiées d'art brut, par exemple. Et donc, ensuite, il y a quelques images qui montrent comment, par l'approchage, on fait dialoguer des œuvres donc d'art contemporain, d'art moderne et d'art brut. Et je voulais aussi très rapidement revenir sur le fait qu'il y a parfois des difficultés sur le fait, enfin, c'est ce que disait Manon, le parcours permanent, il peut paraître assez immobile, inaccessible et désuet. Et donc, tout l'enjeu, c'est justement de créer de l'actualité et de l'événement au sein du parcours. Et ça, donc, au musée Bonnet-et-Leu, donc on a un musée dont une des principales caractéristiques, c'est d'avoir un fond important de dessin. Donc, on peut montrer que sur une période réduite. Et donc, dans le nouveau parcours muséographique, il y aura des cabinets d'art graphique qui permettront donc, tous les 3 mois de présenter des dessins et donc de créer des rotations. Et donc, véritablement, là, pour le coup, du semi-permanent dans le permanent. Et ces cabinets d'art graphique, je les vois véritablement comme une opportunité, en fait, de réintroduire effectivement, enfin de redynamiser le parcours. Et donc, ce sera pour les dessins, mais on s'autorise à y faire intervenir des artistes d'art contemporain, par exemple, une nouvelle acquisition, une restauration récente. Donc vraiment, en fait, montrer que le musée vit et montrer la vie du musée à travers ces cabinets d'art graphique. Voilà. Alors, je m'excuse de vous couper, mais on va peut-être prendre, parce que c'est une question intéressante. Il y a une question voilà, dans le chat sur la différence ou les spécificités que vous faites les uns les autres entre parcours permanent, parcours de référence, terme qui apparaît je le citais en introduction, de plus en plus dans la manière dont communiquent aussi les musées. C'est vrai qu'en termes de muséologie, c'est un terme qui est apparu dans plusieurs articles. Hein, je le cite, la question venait d'Aline Pelletier, dans les écrits, par exemple, de Noémie Drouguet, qui, dans ses différents articles de muséologie, revient sur ces terminologies. Est-ce que vous, peut-être à l'aune des stages aussi, peut-être, ou des muséographies que vous avez pu observer à l'étranger, dans certains musées, ou ailleurs, vos expériences multiples, vous avez vous avez des positions, des réflexions sur ces questions? Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Alors, moi, juste, j'ai pas lu les articles dont vous parlez, donc j'ai peur de répondre à côté. Donc, je préfère peut-être. Je crois que Maxima avait pris la parole. Je pense que ce sera peut-être plus juste que moi. Oui, bah, en fait, en voyant la question, je me rends compte qu'au musée savoisien, Sébastien et Marianne n'ont jamais dit parcours permanent. Sinon, en termes géographiques, pour dire on est dans le parcours permanent physiquement, ils ont toujours parlé de parcours de référence. Et maintenant, je me pose des questions. Et Maximilien, sur quelle durée, justement, ont-ils envisagé, le musée savoisien, il a envisagé la durée ou la durabilité de son exposition, de quelle manière? Ont-ils envisagé, par exemple, des évolutions, soit thématiques de ce parcours ou de renouvellement de collection, de dispositifs peut-être? Est-ce que c'est un sujet que vous avez discuté avec eux au cours de votre stage? Oui, alors, il y a beaucoup de choses dans votre question. On va peut-être en reparler d'ailleurs peut-être tout à l'heure, des questions de méthode, je pense. Déjà, il y a le temps politique. C'est celui d'investir une certaine somme d'argent pour un temps où, en gros, voilà, on fait vivre le parcours, mais il n'y a pas d'aménagement majeur. Donc, là, c'était quand même un chantier à 36 millions d'euros, je crois. Donc c'est quand même vraiment énorme. Là, je pense que pendant 2-3 ans, il n'y aura pas forcément de grands travaux. Après, au niveau des collections, il y a beaucoup de documents graphiques qui ont été également mis en place, avec beaucoup de partenariats. Il y a des dépôts, donc on va dire environ 5 ans. Il y a beaucoup d'objets monuments historiques, par exemple, de déposés, qui viennent directement d'églises de Savoie, qui sont très hautes, donc pas toujours visitées, et souvent fermées. On a des documents, donc c'est 3 mois également, notamment avec un partenariat très très fort avec les archives départementales, donc un service interne au département, mais je n'ai pas visité tous les musées de France, mais je crois que, moi, à mon sens, ça me semble vraiment absolument exemplaire la manière dont ils sont vraiment travaillés main dans la main avec les archives.
Donc du coup, évidemment, il y a tout ce qu'il y a par rapport aux conditions de conservation préventive de ces documents en particulier. Après, le parcours, en fait, il est modulable. Il donne vraiment il fait vraiment la part belle aussi au fait de s'asseoir. Il y a des tabourets, en fait, qui sont situés il y a des espèces de tables en épicéa, et en dessous, il y a des tabourets sur lesquels on peut s'asseoir, se reposer, pour lire, pour regarder une vidéo. Il fait la part belle, en fait, aussi à la situation même physique du visiteur, ce qui lui permet d'évoluer, et ce qui fait que, également, à terme, je pense que lorsqu'on va changer un peu le parcours permanent, parce qu'à terme, ça arrivera, comme les vitrines sont très individuelles et que chaque vitrine expose un sujet en particulier, par exemple, les guerres mondiales en Savoie, par exemple, la Savoie contemporaine, et donc à l'intérieur, par exemple, il y a autant les Jeux olympiques d'Albertville que les plaques minéralogiques savoisiennes, donc également des députés savoisiens qui sont des députés indépendantistes. On retrouve du coup toute cette notion de parcours de référence. C'est un peu le Louvre de la Savoie. C'est-à-dire que si jamais on veut connaître toute la Savoie, mais le but n'est pas forcément d'aller plus loin, sinon sans de documentation, etc., etc., on va au musée savoisien, on a une bonne visée de tout ce qui est à la fois par sujet, et là on peut également dire les 5 parties du parcours permanent. Donc il y a habitat, il y a pouvoir et territoire, pardon, donc qui est en fait le parcours de référence autour. C'est un parcours en marguerite. Donc en fait, on fait le tour du cloître, et tout autour, les salles se dispersent avec une salle finale qui va être les peintures de Cruet, qui est un peu un unicum en France. Mais sinon, tout autour, les salles se dispersent, et on finit par notamment le costume, enfin les costumes traditionnels, mais il n'y a pas que ça. Donc, il y a également la migration, le sujet de la migration. Il y a également, moi je ne sais pas, je peux de cuisine, mais c'est pas que ça. Il y a les ressources du territoire. Donc, par exemple, c'est là où on peut également parler je suis désolée de vous barrage. couper, on a un petit peu avancé. Maximilien, en fait, vous associez quand même la notion de référence aussi à thématique, finalement, si je comprends bien. Je ne sais pas si Vicky ou Manon a d'autres compléments à apporter peut-être sur cette question, et puis on va avancer. Oui, sur l'exposition, enfin c'est marrant parce qu'on parle de parcours de référence, et moi j'avais plus en tête le terme d'exposition de référence ou exposition de synthèse. C'est ce qu'il y avait dans le projet du musée des Confluences à l'ouverture, avec un parcours permanent qui n'est pas un parcours unique, figé, dans lequel on dirige le visiteur, mais une proposition multiple avec des thématiques et des approfondissements similaires à ceux qu'on peut avoir dans les expositions temporaires, mais avec des sujets plus vastes. Peut-être pour convenir à un public plus large et sur des thématiques moins spécifiques. Et pour moi aussi, l'exposition de référence, elle est importante encore aujourd'hui, ou le parcours permanent pour les musées régionaux. Donc, par exemple, le musée de Bretagne où j'ai pu faire mon stage, ou le musée de la ville bourguignonne où je suis actuellement, avec l'idée d'un musée de région, de territoire, qui est pour plusieurs publics, notamment les publics touristiques ou étrangers, l'endroit où on vient chercher l'histoire du territoire. Et c'était aussi dans la conception de ces musées, avec par exemple Perrin Puy-Cousin, qui est le fondateur du musée ici, enfin des collections à l'origine, avec cette volonté d'offrir une synthèse qui est chez nous tout à fait inventée, on va dire, un peu fantasmée de ce que serait la vie en Bourgogne à une époque indéterminée, puisqu'on n'explique pas aux visiteurs. Et dans l'évolution des parcours permanents, l'apport justement de contrepoints ou de thématiques particulières avec ces expositions de référence ou de synthèse peuvent permettre aussi de sortir d'un parcours trop figé pour plusieurs raisons. Souvent, on a des problématiques liées à l'architecture ou à la scénographie, comme par exemple au Musée de l'Homme ou au Musée de Bretagne, où on a un parcours qui est un récit qu'on visite comme un livre presque, avec des objets qui sont également mis en avant, mais où ce qui compte, c'est finalement l'histoire qu'on nous raconte, sachant que les pratiques de visite ont grandement évolué et que nos visiteurs sont plus trop des grands lecteurs, comme ça pouvait être le cas peut-être il y a 50 ans. Et donc ça, c'est une possibilité d'offrir ces approfondissements thématiques semi-temporaires
Et j'ajouterais aussi que dans tout ce que vous avez dit, qui était très intéressant, la question de cette impression d'immobilité, d'ennui, d'inaccessibilité, c'est quelque chose qu'on retrouve ici aussi à Dijon avec des visiteurs qui nous sont très fidèles, c'est-à-dire qu'ils ont un attachement très fort au musée et au parcours permanent, parce qu'il n'a pas changé depuis leur enfance. Mais c'est pas des visiteurs fidèles au sens où ils viennent nous voir souvent. Donc comment on arrive à ça, à fidéliser les publics autrement, en jouant aussi entre l'exposition de synthèse qui permet à des visiteurs non avertis ou plus étrangers au territoire de retirer quelque chose, de comprendre quelque chose du territoire, mais aussi d'eux-mêmes. Voilà, ça c'est la question que je me pose. Et sur le rapport au temporaire, effectivement, Manon soulignait les enjeux d'écologie, mais aussi les enjeux budgétaires. Mais je soulignerais également que renouveler un parcours permanent, ça coûte souvent beaucoup plus cher que faire une exposition temporaire, surtout si on se lance dans un grand projet comme par exemple à Bayonne sur plusieurs années. Et ça devient de plus en plus difficile. Et je ne sais pas si ça relève seulement de l'impression, mais je ne pense pas que des nouveaux projets de musées qui ferment sur 15 ans vont émerger dans les années à venir. Je ne sais pas si ça peut être notre suite. Je ne sais pas si ça doit l'être, effectivement, pour des questions d'éthique. Donc, la nécessité, pour moi, elle est vraiment de trouver une forme de souplesse et de modularité. Mais comment, c'est toute la question. Et du coup, c'était le comment, c'était justement la deuxième question que je comptais vous poser à tous. Alors, j'avais pensé qu'on changeait, mais peut-être que Vicky, comme vous êtes lancée sur le sujet, peut-être que vous pouvez nous donner, voilà, à l'aune aussi là, de votre prise de poste, de vos premiers étonnements, ben voilà, en termes de méthode, comment vous envisagez de procéder, puisque j'entends finalement qu'il y a un attachement, donc cette question de l'histoire quand même, de la muséographie et du parcours qui est très marqué, hein, au musée de la vie bourguignonne. Est-ce qu'il y a un intérêt aussi de le conserver, mais pour qui? Voilà, vous posez la question aussi financière, de la relation aussi à la mandature. Voilà, quelles sont les pistes voilà, que vous explorez voilà, en termes de conduite de projet pour finalement peut-être prendre en compte aussi des nouveaux besoins des usagers. Je ne sais pas là-dessus si vous avez aussi des retours déjà sur votre musée. Alors, avant mon arrivée, il y a un gros bilan qui a été réalisé en interne par toutes les équipes, médiation, accueil, surveillance. Alors, avec la particularité qu'à Dijon, nous sommes dans une direction mutualisée de musées, donc les équipes sont partagées, et le projet scientifique et culturel des musées, de la direction des musées, est en cours de rédaction et on aura un PSC commun. Mais on réalise tout de même des bilans et des projets par établissement. Et c'est vrai que aujourd'hui, le seul retour qu'on a et le lien qu'on a aux visiteurs passe par le livre d'or, qui est bien rempli et qu'on étudie pas mal. On a des avis très positifs, des retours. Alors, ce qui est un bon signe parce qu'en général, les gens ont tendance à plus facilement laisser un avis quand leur avis est très négatif. Donc, si on a principalement des avis positifs, c'est assez bon signe. Avec vraiment cet attachement, en fait, on est vraiment dans un lien affectif, émotionnel. On peut peut-être montrer une image de la Galerie des âges de la vie, qui est l'un des premiers espaces auquel le visiteur accède, avec des statues de cire dans des dioramas qui reprennent les présentations que faisait Maurice Bonnefond de Perrin-Picousin dans des foires et des expositions. Et donc sur la méthode, on a un parcours, en fait, un parcours en 2 étapes aujourd'hui, avec un rez-de-chaussée consacré vraiment à l'ethnologie rurale, qui est une synthèse et une reprise du premier musée de Perrin-Picousin, avec ensuite à l'étage la dimension d'ethnologie urbaine, avec des reconstitutions de boutiques qui ont été collectées dans les années 90. Et donc, on a des éléments architecturaux et scénographiques bien ancrés. Peut-être on peut montrer une image de la... non, ça c'est le musée de Bretagne, celle date encore. Voilà, merci. Donc là, c'est les âges de la vie, avec ces mannequins, avec en plus une scénographie très marquée, avec ces écritures manuscrites, qui était le projet d'une artiste plasticienne
pour redonner vie à ces éléments qui semblaient figés, puisqu'il n'y a aucun cartel aujourd'hui qui permet d'identifier les objets. Donc, on le voit, c'est une scénographie très ancrée, où avec peu de moyens, il va être très difficile de refondre complètement ces espaces sans faire de gros travaux. Donc, on a fait le choix pour l'instant de trouver une solution d'entre-deux, de se dire que essayons de proposer quelque chose aux visiteurs plutôt que de construire sur le long terme un projet qu'on n'est pas sûr de voir naître, le garder en tête, réfléchir à un programme muséographique général, on va dire à trous, avec en ne modifiant pas ce qu'on ne veut pas modifier, et donc par le test. Donc là, ça va consister premièrement à mettre du texte qui manque beaucoup, pour lequel on travaille de concert avec les 2 médiatrices qui sont affectées au musée. On écrit ensemble les textes, on a fait plusieurs tours où elles me font aussi, elles, les retours des visites, puisqu'elles pratiquent ces espaces depuis quelques années maintenant. Et ce travail entre médiation et conservation, il est vraiment très utile, parce que ça permet de voir aussi ce que les visiteurs comprennent, ce que nous, on comprend. Voilà, la thématique des âges de la vie, c'est un incontournable chez les folkloristes et les musées d'ethnologie. Donc, voilà, donc pour l'instant, on a un travail sur les textes avec plusieurs niveaux de lecture, l'importance de ramener de la traduction. Et ensuite, on va fonctionner par espace, en fait, et fonctionner par le plus simple, le plus souple à modifier. Donc, des espaces qui sont aujourd'hui des espaces un peu tampons, qu'on va tenter de transformer en espaces soit d'approfondissement. Hélène parlait des cabinets d'art graphique. Donc, nous, on va essayer d'offrir une offre sur le fond, les collections, en fait, graphiques et les images de la Bourgogne, soit des espaces de convivialité ou de jeu. Voilà, donc et c'était le cas également au musée de Bretagne, dans la méthode que j'avais pu observer, avec cette volonté d'identifier dans le parcours permanent, avec cette scénographie très marquée, les lieux possibles de modification les plus simples, les plus modulables, et d'injecter dans ces lieux-là soit de l'approfondissement, soit à partir des retours qu'on a des visiteurs, avec l'expérience du comité des complices, par exemple, au musée de Bretagne, de pouvoir avoir le regard des visiteurs de ce que eux comprennent et le lier à ce que nous, on veut leur faire comprendre. Voilà. Mais pour la méthode, je dirais passer par identifier les endroits les plus modulables et ensuite aller vers le plus simple, entre guillemets, en attendant de pouvoir se lancer dans un grand projet. Parce qu'en plus, ces petites modifications permettent aussi de voir si nos premières intuitions sont les bonnes ou pas, voilà, faire des tests et admettre des fois aussi que ça ne peut pas fonctionner. Ce qui est difficile aussi sur un projet qu'on mène au long terme. Oui, bah, merci Vicky de nous avoir fait part voilà, de ces premières actions, parce que j'imagine qu'on a aussi envie de faire bouger les choses et voilà, que c'est pas simple. Est-ce que Manon, vous, Manon, à Poitiers, en termes de méthode, comment vous vous situez du coup par rapport à ces enjeux de refaire, de défaire, Bah, Oui, pardon. Je rejoins totalement ce que disait Vicky. À Poitiers, la situation, elle est un petit peu particulière dans la mesure où, sous l'ancienne municipalité, avait été projeté un projet de rénovation complète du bâtiment, donc un projet à plusieurs millions d'euros, etc., où on en profiterait également pour étendre le parcours permanent et profiter de nouveaux espaces pour vraiment redéployer un nouveau récit, en fait. Au changement de municipalité, ce projet a été ajourné, repoussé. Mais pour moi, ça ne veut pas dire qu'on peut pas changer, en fait, qu'on peut pas modifier à la marge le parcours permanent, qu'on peut pas le renouveler, qu'on peut pas le redynamiser. On n'est pas obligé de tout casser pour refaire et on le fait aujourd'hui. Et on peut peut-être mettre les images. Alors, c'est juste un petit visuel, hein, mais on est en train de réaccrocher les salles consacrées aux collections archéologiques médiévales et modernes. Non, non, ça c'était la première. Ouais, voilà, avant. Ouais, super. Donc, on est en train de réaccrocher les salles consacrées aux collections archéologiques et médiévales et modernes, avec du travail qui est majoritairement fait en interne.
à gauche, c'était avant et à droite, c'est en ce moment, puisqu'on réouvre le 30 novembre. Donc, on est en plein montage. Et en fait, c'est une redynamisation comme ça par partie qui va faire l'objet de notre réflexion ces prochaines années, commençant par la partie d'archéologie médiévale et moderne. Au niveau des beaux-arts, le parcours a été refait en 2017. Mais on a le souhait de le faire évoluer à la marge, hein, évidemment, mais assez rapidement avec la création d'un espace d'art graphique, d'un cabinet d'art graphique, puisqu'on n'en a pas, qui nous permettra de présenter nos collections de dessins, d'estampes et de photos qui sont très riches et pas présentées. Avec, pareil que Vicky, en fait, l'identification des zones en beaux-arts où on a la possibilité de moduler de la manière la plus simple et où c'est le plus facile aussi de réinjecter un peu de vie. Donc, au musée de Poitiers, la vie, ça va passer par les arts décoratifs. De réinjecter de la pluridisciplinarité un petit peu parce qu'on est très peinture-sculpture. Et essayer en fait d'avancer par à-coups, même si on n'a pas plusieurs millions d'euros pour tout refaire, on peut quand même dynamiser un petit peu et puis tordre un petit peu le cadre existant pour proposer aux visiteurs quelque chose de plus en prise avec nos collections aussi. Et ça fait écho avec les propos de mes collègues m'ont fait penser à ça. Aujourd'hui, dans les musées de beaux-arts, on plie beaucoup les collections au discours et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'on va faire une histoire de l'art généraliste avec nos collections, quitte à avoir des trous au 18e, parce qu'on n'a pas de collection 18e. Et peut-être qu'aujourd'hui, la clé, c'est de plier notre parcours à nos collections. Voilà. Et c'est ce qu'on essaye de faire au musée de Poitiers, là, en modifiant par à coup le parcours, en réinjectant des arts décoratifs qui sont une partie conséquente de nos collections et autres. Voilà. Merci Manon pour cette intervention sur ce sujet, donc avec des environnements de musée complètement différents, mais finalement des questions de méthode aussi qui se rejoignent. Alors, Hélène, vous, le cas est un peu différent, et vous allez peut-être nous dire aussi comment vous ajustez, peut-être à la marge, mais comment vous y prenez, comment vous envisagez les choses. En tout cas, c'est peut-être pas encore tout enclenché. Oui, pardon. Oui, je voulais juste rebondir sur ce que vient de dire Manon, parce que sur cette idée de ne pas plier le parcours à l'histoire générale de l'art, mais plutôt à nos collections. Nous, la base de la collection, c'est une donation aux musées nationaux de Léon Bonnat, donc, qui est un peintre fin 19e, qui justement a voulu créer une collection assez universaliste et représentative de ce qu'est l'histoire de l'art. Et donc, en fait, c'est hyper intéressant parce que si on se base sur sa vision à lui, si on suit un peu la manière dont il a constitué sa collection pour fonder le parcours permanent, en fait, on est sur une forme d'histoire de l'art, mais en fait une histoire de l'art du 19e siècle par un artiste institutionnel. Et donc déjà, ça dit quelque chose de l'histoire d'une époque et de l'histoire du goût. Du coup, le parcours n'est plus seulement sur l'histoire de l'art, mais sur en fait la manière dont un homme la voyait. Mais bref, donc je reviens, petite incise, je reviens effectivement sur la méthode et sur nous en musée fermé. Et effectivement, je pense que donc moi, je viens d'arriver, hein, donc je prends le projet. Le musée est fermé depuis plus de 10 ans maintenant. Et effectivement, c'est vraiment compliqué un musée fermé dans le sens où on perd le lien avec les visiteurs. Là, on aura quasiment une génération. En fait, on a un service des publics qui est hyper actif et qui a fait beaucoup dehors les murs. Là, à l'approche de la réouverture, c'est un peu moins fort. Mais donc, pour essayer de maintenir le lien, mais le lien est coupé. Et ça, c'est un vrai enjeu. Et c'est compliqué, effectivement. Donc, je ne suis pas sûre que le fermer, ce soit une solution. Mais bon, là, il n'y avait pas le choix, en l'occurrence, c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc, en termes de méthode, en fait, assez classiquement, là, j'étais pas du tout là à ce moment-là, mais donc, il y a eu l'écriture d'un PSC qui a défini les axes forts à partir desquels il faudrait fonder le parcours permanent. Et donc, nous, il y en a deux. J'ai parlé des dessins, déjà, qui est un axe fort qui, du coup, a débouché sur cette solution des arts graphiques des cabinets d'art graphique, pardon, au sein du parcours. Et le deuxième axe fort qui est fondamental pour le musée, c'est l'idée de collection et de collectionnisme. Parce qu'en fait, on a un musée de collectionneurs et nos collections s'appuient sur des dons de collectionneurs et collectionneuses. Donc, par exemple, Léon Bonnat
et Paul et Leu qui donnent leur nom au musée. Et donc, à partir de ça, en fait, on bâtit le parcours. Et donc, le parcours est ponctué, donc c'est chronothématique avec une histoire de l'art, comme je le disais, assez classique, telle que la voyait Léon Bonnat, mais avec des focus collectionneurs, donc qui viennent justement redonner de la vie à ce parcours permanent, l'incarner véritablement. Et à travers ces focus, donc on en a 4, à travers ces focus, en fait, on voit l'histoire du goût, on a de l'interdisciplinarité dans le sens où on a des objets d'art, de la sculpture, de la peinture, etc. Et donc ça, c'est ce qui avait été programmé. Et moi, j'arrive donc à plus 5-6 ans par rapport à cette programmation. Et donc, mon premier travail en août-septembre, ça a été justement de mener une modification de cet accrochage muséographique. Et donc, j'étais pilote de projet, c'est véritablement en équipe et notamment avec le service des publics qu'on a travaillé justement à modifier un peu ce parcours pour le rendre plus accessible, en accent encore plus ce côté collectionneur, en sortant parfois un peu de cet accrochage par école qui du coup est assez inaccessible pour des publics non avertis et en justement peut-être redonnant plus des clés historiques ou par exemple, bon bah qu'est-ce que c'est qu'un portrait, qu'est-ce que c'est que l'académie au 17e. Et en parallèle de ça, il y avait certaines modifications qui là étaient très pratico-pratiques et techniques pour un peu se mettre à l'ordre du jour. Il y avait certains matériaux, par exemple, qui n'étaient pas du tout éco-responsables. On avait du cuir sur l'ensemble des cabinets d'art graphique, donc en termes de revêtement. Et ça, on l'a supprimé parce que ça nous semblait être un non-sens en termes budgétaires, mais aussi environnemental. Voilà, donc c'est des modifications à la marge et menées en équipe à partir d'un travail qui avait été fait lors de l'écriture du PSI. Alors, avant de passer aux questions aussi un petit peu avec tout le monde, on avait justement dans les problématiques auxquelles vous vous trouvez confrontés des expériences que vous avez pu avoir les uns les autres, soit dans vos stages, soit actuellement, justement, sur finalement comment prendre en compte les besoins des usagers, comment les connaître. Donc, est-ce que là-dessus, peut-être en commençant par Manon et l'expérience justement que vous avez pu mener à Valenciennes, vous avez aujourd'hui aussi voilà, un peu de recul, une méthode, en tout cas des idées pour envisager le sujet à Poitiers également. Est-ce que vous voulez qu'on remette l'image peut-être qui était celle où il y avait les différents schémas On peut, oui, à l'appui de... Oui, même si... oui. En termes de... je voudrais bien être sûre d'avoir compris la question de conduite de projet. Oui, c'est bien ça, on est bien là-dessus, sur la question de l'implication des usagers, en fait. Des usagers. À Valenciennes, donc où j'ai fait mon stage de spécialité, la question s'était posée avec une volonté très forte de faire du participatif. Mais faire du participatif, c'est chronophage et c'est super compliqué dans la mesure où ça peut toujours être un peu déceptif. Néanmoins, il y avait tout de même cette volonté de faire du collectif et d'aller vers du consultatif plutôt que du participatif, en fait, puisque le temps ou les moyens ne permettaient pas de faire du participatif. Donc, ce qui a été mené au Musée Beaux-Arts de Valenciennes, c'est des ateliers consultatifs auprès de différents groupes, auprès d'agents de la ville, auprès d'agents du musée et auprès de lycées. Et au cours de ces groupes, de ces ateliers de travail, il y avait plusieurs mini travaux d'équipe ou mini questions qui nous ont permis ensuite de sortir des bilans. Alors, ça n'avait pas du tout vocation à être révolutionnaire, mais c'était une mini orientation en fait en termes d'expérience de visite sur
qu'est-ce qu'attendaient les différents visiteurs ou les non-publics aussi, pourquoi ils venaient pas et permettre d'orienter, un petit peu en ce sens, les, heu, les orientations, du projet et hem et ces groupes-là ont été choisis en fonction, du public cible qui avait été décidé par le Musée des Beaux-Arts de Valenciennes, qui étaient, heu, les scolaires, les jeunes, heu, les ados d'ailleurs plutôt que les scolaires et les non publics et en fait, avec les lycéens, on était pile poil dans dans cette cible et avec les agents de la ville aussi puisque, il y avait énormément d'agents de la collectivité qui connaissaient pas, le musée. Donc c'est plutôt une démarche, consultative, qui s'est mise en place, au Musée des Beaux-Arts, de Valenciennes. Avec la nécessité tout de même d'inclure, les équipes de la ville comme les équipes des musées, où je pense qu'il est super important, quand on mène des projets d'ampleur comme ça, mais aussi des projets à moindre échelle, d'impliquer vraiment, les équipes des musées via des boîtes à idées, via, boîte à idées, c'est ce qu'on va mettre en place là, par exemple, au musée de Poitiers. C'est vraiment pas grand-chose, mais ça permet peut-être de redonner un petit peu d'agentivité, aux équipes, justement et hem et peut-être aussi de remettre un peu de sens, dans le travail, quotidien, pouvoir se réapproprier les projets. Alors, je ne sais pas si Vicky, Maximilien ou Manon voulaient compléter peut-être sur cette question justement de l'évolution et de la prise en compte des usagers. Je crois que vous avez déjà pour partie détaillé ces éléments dans vos prises de parole, mais n'hésitez pas à, voilà, à revenir dessus, soit sur l'exemple du musée savoisien ou sur la manière, Vicky, dont vous envisagez aussi peut-être la suite au musée de la vie bourguignonne. Il y a eu des questions sur j'ai vu qu'il y avait eu des Oui. questions sur le comité des Oui. complices aussi. Voilà, moi, j'ai pas prévu de causer spécialement, mais si vous voulez témoigner, vous, puisque vous y avez participé, n'hésitez pas. Oui. Bah, c'était un exemple assez inspirant justement et je pense que ça fait partie des choses qu'on va essayer de mettre en place, dans une formule, soutenable, on va dire, pour les équipes parce qu'on a 2 médiatrices pour le musée. Mais c'est l'importance aussi de s'impliquer tous dans le projet, dans ce genre de projet et que disait Manon, ça permet aussi de souder les équipes, donner du sens. Pour le comité des complices, donc c'est une initiative. Alors Céline, vous me coupez à n'importe quel moment si, si je me trompe, mais qui rassemble en fait des bénévoles qui viennent faire des ateliers au musée, en général en soirée, accompagnés par Manuel Moreau, qui s'occupe de la participation des publics, entre autres. Et l'idée, c'est vraiment de recueillir, d'être sur un mode d'atelier participatif, actif, sur des thématiques très précises. Moi, j'ai pu participer à un atelier en lien avec l'exposition celtique et cette thématique-là dans le parcours permanent et comment pouvoir la réinjecter ou non. Et avec la difficulté aussi qui est que, comme dans tout projet de participation, souvent les personnes qui se désignent volontaires sont déjà des gens qui sont habitués du musée ou qui ont une idée très précise de ce qu'ils voudraient en faire et c'est pas on n'arrive pas forcément à toucher les non-publics. Donc ça, c'est aussi difficile sur la question de la méthode. En exemple inspirant, je trouvais que le musée zoologique de Strasbourg, dans le cadre de sa refonte et de sa réouverture, a été assez loin dans la participation avec vraiment en allant sur des marchés de quartiers prioritaires, aller chercher directement les habitants, essayer de les impliquer en proposant du gardiennage d'enfants. Enfin voilà, c'est la participation aussi, si on veut toucher des publics très très larges, ça nécessite un investissement. On peut essayer de mettre en place des initiatives et nous, on va essayer de le faire ici en travaillant déjà avec les gens avec qui on est en contact, par exemple les étudiants qui participent à la nuit des étudiants ou les groupes qu'on reçoit en visite. Voilà, essayer de déjà fidéliser ces publics-là, les impliquer avec nous. Mais l'étape d'après, ça nécessite vraiment c'est un projet à part entière qui nécessite quelqu'un qui le pilote et surtout, Manon parlait de possibilités de déception. Quand on se lance dans le participatif, il faut aussi faire attention à ce qu'on offre ensuite aux personnes qui participent, à prendre en compte leurs suggestions, à les informer de la suite du projet.
Et ça, c'est pareil, ça demande beaucoup, beaucoup de temps et d'investissement. Donc, et il faut savoir ce qu'on demande aux gens aussi, je pense. Nous, on a essayé, on a mis une petite boîte à suggestions pendant les journées du patrimoine, en demandant aux gens s'ils pouvaient mettre un objet au musée ou aborder une thématique, n'importe laquelle, qu'est-ce qu'ils feraient. Et on n'a pas eu énormément de réponses, principalement des réponses des agents en fait, qui nous parlaient des problématiques de travail courantes qu'on connaissait déjà. Donc voilà, c'est aussi déjà d'abord prendre en compte les suggestions des personnes en interne avant d'aller chercher à l'extérieur et savoir quelles questions on pose. Ça, c'est très important, je pense. Est-ce que les uns les autres, parmi nos causeurs contributeurs, vous voulez compléter ou peut-être, alors sans forcément terminer sur une note pessimiste, mais peut-être vous parler aussi, alors Vicky, là, vous venez de le soulever, des freins, hein, des limites de la participation, en tout cas les problématiques qu'on doit bien avoir en tête quand on s'engage dans un tel processus. Est-ce que vous aussi, vous avez identifié voilà, d'autres freins, d'autres limites? Alors, vous n'êtes pas étendu, mais on l'a bien entendu, les enjeux budgétaires, mais dont finalement, qui sont des contraintes, mais quand vous prenez votre poste, j'entends plus que vous les ben voilà, c'est un fait, donc du coup, vous ne les vivez pas forcément comme des contraintes, mais plus comme voilà, des situations. Est-ce que vous avez identifié d'autres freins voilà, qui peuvent être internes, externes par rapport à ces enjeux d'évolution dans les situations respectives dans lesquelles vous vous trouvez également? Moi, peut-être juste Maximilien, avant que tu répondes, peut-être sur les freins, je dis juste un tout petit, parce que en termes de contraintes budgétaires, vu qu'on est sur un projet qui est tellement de réouverture assez hors dimension, je ne vais peut-être pas m'exprimer sur ça. Enfin, ça reste un projet, mais disons qu'on n'est pas sur une refonte de parcours classique dans un musée ouvert. Juste sur le participatif, nous, donc il n'y a pas de participatif qui est mis en place sur la refonte du parcours permanent avec des usagers. En revanche, on va essayer d'impliquer les entreprises qui interviennent sur le chantier, donc BTP vraiment, dans la restauration de certaines œuvres. Donc, on va essayer de lancer des opérations de mécénat. Et c'est une manière de les faire contribuer au parcours permanent, dans le sens où ce sera des œuvres qui seront réaccrochées dans le futur parcours permanent. Et on a trouvé que c'était assez intéressant comme formule, parce qu'on voit que donc, le chantier est ce qu'il est. Donc parfois, il est compliqué, mais il y a quand même un véritablement attachement à ce musée de la part des gens qui interviennent. Et on s'est dit que c'était une manière effectivement de redonner un peu de sens à ce qu'ils faisaient, parce qu'en fait, ils travaillent sur un bâtiment, ils ne voient pas encore l'aspect musée, ils nous voient un peu travailler sur des œuvres de temps en temps, en parler, ils sont curieux. Et pour le coup, ce n'est pas un public qui vient souvent au musée. Et donc, on a trouvé que c'était une manière intéressante de les impliquer d'une autre façon dans notre chantier et plus sur le parcours muséographique cette fois-ci, enfin, plus sur l'aspect collection. Voilà, je voulais juste ajouter ce point sur le participatif. Du coup, je vais reprendre la question notamment sur les freins. Moi, je vais être encore plus pessimiste. Ici, à Saintes, on est au point zéro. C'est même pas un frein, c'est le point zéro. En fait, ici, il y a vraiment tout à faire. C'est-à-dire qu'en ce moment, on est en train de refaire les horaires pour que les agents puissent avoir du temps pour tout simplement faire le chantier des collections, le récollement. On est en train de refaire le tarif. On est en train de revoir absolument tout. Et ceci avec le paradoxe qu'on a quand même 2 parcours permanents qui ont été réouverts les années passées, l'année dernière et il y a 2 ans. Mais il n'y a pas eu du tout de communication dessus. Donc du coup, on va essayer de communiquer, de se rattraper en disant sur les tarifs qui sont quand même relatifs, qui seront plus avantageux. On aura notamment un tarif unique. Par rapport à ce que vous dites, conquérir qui, aller voir quoi. Moi, j'ai calculé, on a environ on a 40 000 visiteurs à Saintes, dont 35 000 pour rien que l'amphithéâtre, et après tout le reste, ça se partage avec les 3 musées. Donc un site rassemble 35 000 personnes, et 3 sites en rassemblent 5 000. Et parmi tous ces personnes confondues, nous avons 1904 synthés. Donc en fait, c'est très touristique, c'est un équipement qui est très touristique, et en fait, les synthés ne savent pas, et quand je parle dans la rue avec des gens, directeurs des musées, mais on a des musées, oui. Oui, on a des musées, on a une ville éminemment patrimoniale. Donc là,
tout ce que vous dites, moi, personnellement, ça me fait beaucoup penser que ça devient effectivement une priorité. Quand je suis arrivé, il y avait une enquête qui était menée, mais elle était faite sur, est-ce que vous avez trouvé une place de parking facilement? Est-ce que vous voudriez bien un tarif unique? Vous préférez le mot arène ou le mot amphithéâtre? C'était, des choses qui étaient en fait, très touristiques. C'est très bien, ça c'est quelque chose qui est important et c'est une donnée qui est véritablement, à prendre, surtout dans une ville aussi dense qu'est Saintes. Maintenant, moi, je me dis que si, on doit refaire une enquête et je pense qu'une enquête, est un bon début, ça doit être plutôt sur, ces sujets-là, sur qu'est-ce que vous aimeriez voir dans vos musées, tout simplement. Merci. Est-ce que je peux rebondir Oui, allez-y. rapidement sur la question des freins? Pour moi, le temps est aussi un frein. Si on fait un projet qui est modulable, temporaire, sur le temps long, avec des orientations mouvantes, par rapport à l'extrait que vous avez mis dans le chat aussi de Martine Segalen sur un discours scientifique qui ne peut pas être immuable, et voilà. On reste aussi un petit peu dépendant du politique. Avec une temporalité qui est plus ou moins longue. Ici, on a la même municipalité depuis 25 ans. Ça peut changer. Donc, on peut se lancer dans des orientations qui sont des engagements politiques à l'échelle du discours muséal par rapport aux thématiques qu'on aborde, la manière dont on les aborde, etc. Ce qui est nécessaire aujourd'hui, à mon sens. Mais tout ça à moins d'être inscrit dans un PSC, qui est quand même un document qui peut nous protéger. Ça peut être un gros frein, les changements d'orientation rapides. Le budget, on l'a dit, c'est un frein, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on partage un peu tous les quatre cet avis-là, c'est plus un défi qu'un frein. Je pense qu'il y a beaucoup de musées qui, pendant très longtemps, ont fonctionné avec des budgets très réduits et ont réussi à faire des choses tout à fait satisfaisantes, intéressantes. Donc voilà, la résilience et aussi la question du sens en direction de projet, mais aussi pour toutes les équipes. Comment on conserve du sens sur un projet qui peut durer 10 ans. Voilà, ça a été évoqué aujourd'hui, mais ça peut être aussi un frein. Et la question de la pertinence, et là, c'est tout à fait personnel, mais par rapport à cette question des grands projets ou de l'investissement qu'on peut faire de manière budgétaire dans des refontes de parcours permanents, etc., on peut, avec toutes les problématiques que rencontrent nos sociétés aujourd'hui, se demander si alors ça va faire vraiment très pessimiste, mais est-ce que c'est si important que ça? Je pense que ça l'est, sinon je ne ferais pas ce métier, mais on peut entendre que c'est plus important d'allumer le chauffage dans les écoles, que voilà, dans 10-15 ans, comment sera le climat? Enfin voilà, c'est des questions qu'on prend en compte, je pense, qui font se poser pas mal de questions et qui peuvent constituer parfois des freins parce que voilà, sur la difficulté à se projeter, des fois même, tout simplement, en fait, à quoi ressembleront les musées dans 10 ans. Voilà. Espérons, ce sera très bien et tout ira pour le mieux, mais voilà. Eh bien, merci. Je propose qu'on arrête là pour l'échange, on va dire, inter-anciens élèves conservateurs, mais qu'on l'ouvre. Voilà, on est une trentaine de personnes, dont un certain nombre sont déjà engagés eux-mêmes dans des projets, puisque je vois qu'il y a, voilà, entre autres collègues, des collègues du musée de Saint-Malo, qui a lui aussi connu des vicissitudes, on va dire, avec un arrêt et une reformulation du projet. Des collègues aussi, Florence Ragonès, qui vient d'arriver à la direction du musée pyrénéen à Lourdes, qui a aussi un PSC, mais avec des enjeux d'évolution pas forcément simples. Donc, est-ce que des musées qui sont fermés aussi, parce que je crois que le musée Bigoudin notamment est parmi nous, est-ce que les uns les autres veulent soit prendre la parole, tout simplement pour témoigner de la situation où ils se trouvent, des problématiques travaillées actuellement, ou poser des questions à nos collègues. Donc, n'hésitez pas à lever la main et à intervenir dans le chat. La première question est toujours un peu la plus difficile.
Alors, je vois qu'une main s'est levée avec Anne. Ben, prenez la parole, vous êtes pour l'instant la seule, n'hésitez pas. Et présentez-vous peut-être en disant d'où vous parlez. Je suis Cécile Riccone, mais je vais vous présenter. Merci. Bonjour à tous. Je suis, excuse-moi Cécile, je me présente en premier. Je suis Anne Bignola, je suis la chargée des publics et de l'action culturelle du musée d'histoire de Saint-Malo. Cécile qui est avec moi, je te laisse te présenter en deux mots. Cécile Lefaou, chargée des expositions au musée d'histoire de Saint-Malo. Effectivement, on est en pleine construction du... Alors là, c'est pas une rénovation, c'est un nouveau parcours permanent dans un nouveau bâtiment. Et c'est vrai que là où je voulais dire deux mots, c'est que ce que vous échangez comme idée, comme réflexion, comme expérience, ça fait chez nous très, très écho, parce qu'on est en plein dans cette réflexion autour de ce qu'on veut que soit ce parcours permanent. Et que la question aussi, ne serait-ce que du terme, de la façon dont on nomme ce parcours et de ce qu'il représente, de l'idée qu'on a de ce musée, habite beaucoup de nos échanges. Donc, il y a eu pas mal de choses, moi qui m'ont parlé beaucoup. Je ne vais pas parler à ta place, Cécile, mais il y a eu beaucoup de réflexions qui font, parce que évidemment, on est à la fois dans des contextes contraints, mais la contrainte peut être aussi quelque chose sur laquelle on peut s'appuyer. Et il y a une chose qui, moi, me traversait l'esprit et auquel ça m'a fait du bien de pouvoir entendre ce qui s'est dit, parce que je me suis dit qu'on est dans une telle course que parfois on ne se pose plus pour repenser à certaines choses essentielles. Et là, en l'occurrence, ce qui était évoqué par rapport à la place des publics, amenés sous des formes diverses, comme la question de la collaboration, de participation. Nous, on est en train de redécouvrir des publics, puisque les musées de Saint-Malo sont fermés depuis 2019, et en même temps que le projet du futur musée, on mène de front, et Cécile est pleinement au cœur de ce travail, des expositions temporaires. Et là, on vient de terminer la deuxième exposition temporaire, et par ces actions-là, notamment, on a repris contact avec nos publics et on commence à les découvrir, à les redécouvrir. Et vos réflexions sur ces publics me semblent essentielles, de ne pas les perdre de vue, en effet, dans la démarche de construction ou d'imagination d'un parcours permanent. Alors, Florence Raguenès faisait partie jusqu'à peu du bureau de la FEV, mais qui a quitté l'écomusée de la Grande Lande à Marquez pour rejoindre le musée pyrénéen, pour ceux qui ne le savent pas. Oui, donc Florence, si tu veux prendre la parole. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui. Oui, bon, très bien. Alors effectivement, les sujets abordés ce matin ont résonné en partie s'agissant du cas du château fort de Lourdes, du musée pyrénéen. Ce que je pourrais ajouter peut-être, c'est la question, ou insister en tout cas sur la question aussi de l'accessibilité du parcours qu'on peut concevoir. Là, dans le cas d'un château médiéval qui est composé forcément de nombreuses marches, nombreux niveaux différents. Aujourd'hui, on est sur un parcours assez long, composé de multiples salles. Donc, on est assez surpris de voir la rapidité avec laquelle les visiteurs parcourent tout ça. Donc, ce qui révèle bien le fait que cela manque de points d'accroche et que de toute façon, on le sait, le parcours doit être revu de fond en comble. Mais moi, il me semble important vraiment, effectivement, comme ça a été un petit peu évoqué, de penser au confort du parcours, au confort du temps de visite et du rythme pour les enfants, pour les parents. Ici, on a un public à Lourdes de pèlerins très important. Donc, le musée pyrénéen enregistre plus de 80 nationalités différentes dans sa fréquentation à l'année. Donc, forcément, on ne parle pas du tout de la même manière à quelqu'un qui vient du Brésil qu'à quelqu'un qui est originaire du massif pyrénéen. Donc, c'est vraiment assez complexe, effectivement, de concevoir un parcours qui va répondre à tout ça. Alors, je retiens l'idée de faire des tests
Effectivement, je pense que c'est vraiment bien et qu'aujourd'hui, ça représente de tels investissements budgétaires de refondre les parcours permanents qu'on n'a plus droit à l'erreur et que essayer de faire des tests muséographiques, scénographiques, ça peut vraiment être une bonne chose. Et ensuite, nous, en termes de temporalité, on a un chantier des collections en cours de 2021 à 2025, qui est le premier vrai chantier des collections, qui est mené sur les collections ethnographiques et des fonds de photos très importants. Donc l'idée, c'est d'attendre l'issue de ce chantier pour savoir exactement ce dont on dispose, quels sont les objets, les œuvres les plus intéressantes à valoriser, et pour commencer vraiment à travailler sur ce que sera ce futur parcours permanent ou semi-permanent. Voilà, pour ma part. Moi, je veux bien réagir à ce qui vient d'être dit, déjà en disant que pour ma part, vu que le parcours permanent, les 2 parcours permanents viennent d'être refaits, je mise plutôt, pour ma part, c'est un peu ma stratégie, sur des accrochages un peu éphémères, 3-4 mois, à des thématiques qui sont parallèles au parcours permanent. Donc sur des thématiques qui également peuvent plaire à tout le monde et pour reconquérir justement ce public synthé, sur des thématiques qui semblent un peu larges. Et donc bah, voilà, là on est en train de réfléchir, on est en train de faire un peu un brainstorming. Mais ce serait en fait 2 accrochages permanents avec des socles de couleurs différentes pour bien identifier qu'il y en a un qui est vraiment très temporaire et le parcours permanent qui continue à se déployer. Après, je parle surtout par rapport à votre lieu, le musée pyrénéen. Je pense que la question du PSC au musée pyrénéen, elle est hyper importante et pour avoir lu le PSC, je le trouvais déjà d'une part, hyper original et il fait vraiment une part belle, au parcours permanent et je trouve que c'est une fiche de route qui vous a été léguée qui est incroyable. Parce qu'elle vous donne toute la largeur possible pour imaginer beaucoup de choses et c'est un vrai, c'est une vraie boîte à idées. Je trouve passionnant ce PSC. Je ne sais pas comment vous, vous l'appréhendez, mais je trouve que par rapport à notre sujet d'aujourd'hui qui est vraiment le parcours permanent, je trouve que c'est un très bel exemple pour pouvoir s'inspirer, de ce que l'on peut, écrire, puisque le PSC est un contrat juridique, moral et politique, de ce que l'on peut engager pour avoir quand même une belle carte blanche, enfin je trouve. Alors pour répondre rapidement, effectivement, donc le PSC vient d'être validé, enfin il y a quelques mois, par la ville de Lourdes et par le ministère. Et donc c'est Rachel Suto qui l'a rédigé, qui était sur le poste ces dernières années et qui travaille maintenant à l'INP. Et effectivement, toute la complexité était de livrer une feuille de route sans trop cloisonner, parce que quand Rachel l'a rédigé, elle savait qu'il y aurait quelques années entre la validation du PSC et la mise en route du chantier de la refonte muséographique. Et on sait que les contextes changent tous les ans maintenant, entre les crises sanitaires, les guerres. Voilà, nos budgets sont bouleversés sans cesse. Donc on a bien du mal à savoir dans 3 ans, dans 4 ans, où on en sera, quelles seront les attentes du public. Et c'est ça qui n'est pas évident, effectivement, c'est d'avoir des perspectives, de rédiger des PSC sans fermer les portes. Alors moi j'avais une question, parce qu'il y a une question, c'est pas une question tout à fait désintéressée, mais il y a un acteur ou une actrice, catégorie d'acteurs dont on n'a pas trop parlé pour l'instant dans nos échanges, et pourtant qui a toute sa place généralement dans l'évolution de nos projets muséaux, qu'ils soient permanents ou temporaires, c'est le scénographe, ou la scénographe. Manon, vous avez indiqué voilà, que vous aviez des travaux en régie actuellement, mais vous n'avez pas indiqué s'il y avait éventuellement entre la dimension conception, muséographie et puis les interventions techniques des équipes, voilà, une dimension scénographie. Voilà, est-ce que c'est des choses, enfin, l'intervention du scénographe, le geste scénographique, est-ce que c'est des choses les uns les autres que vous avez déjà pensé, vous avez évacué parce que vous n'avez pas les moyens. Enfin, je pense que c'est un élément vraiment intéressant, en tout cas, à prendre en compte, puisqu'effectivement, la compétence scénographique, elle existe rarement quand même dans les équipes en régie des musées. En tout cas, c'est un modèle qui a un peu disparu, mais peut-être qu'il est appelé à, je ne sais pas, à renaître, à se réactiver.
Je veux bien rebondir sur ça parce que c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé. On a parlé de permanent, de semi-permanent, mais souvent la complexité, c'est la modulabilité de nos accrochages. Nous, à Poitiers, on a la chance d'avoir un muséographe en interne, donc c'est vraiment une chance inestimable. Mais ça rejoint un des nombreux freins dont on parlait tout à l'heure, qui est les RH aussi au sein des musées et les volontés des collectivités territoriales en ce moment de regrouper notamment les professions techniques au sein de services qui seraient les services supports à l'ensemble des services culturels, y compris des musées. Et donc nous, ça va être un enjeu, je pense, dans les années à venir, de conserver ces compétences-là en interne pour permettre justement de réfléchir en continu à notre parcours sans avoir besoin à chaque fois de lancer un marché pour faire appel à un scénographe, même si c'est intéressant de faire appel à des scénographes différents, puisque mais la plupart des musées qui réouvrent aujourd'hui, même ces dernières années, avec des scénographies nouvelles qui ont été pensées par des cabinets de scénographes, on se rend compte quand même qu'en termes de présence scénographique, on est sur un geste artistique qui est super fort, qui est totalement immobile en fait, où on va avoir du mal à se mouvoir à l'intérieur de ce carcan. Et, et, euh, et je pense que l'internalisation de compétences comme un muséographe permet d'éviter ça aussi. Et donc il y a certainement tout un tas d'inconvénients, mais aujourd'hui, c'est comme ça que je le vois. Je rebondis rapidement sur ce qu'a dit Manon, puisque dans le cadre de mon stage au LAM, donc, il y a une extension qui a été construite et inaugurée en 2012. Et alors, je m'excuse, j'ai plus le nom du muséographe, mais il a laissé un muséographique très important, très compliqué à moduler. Enfin, vraiment, c'est difficile de travailler avec, donc, pour ce qui était anciennement la partie collection art brut. Et à l'occasion du réaccrochage permanent, justement, on s'est heurté en permanence à ce mobilier muséographique qui était très difficile à bouger, fait de béton. Donc, enfin, au-delà des contraintes juridiques, il y avait vraiment des enjeux techniques. Et là, au musée Bonnat-Helleux, on a le muséographe qui était présent sur les toutes premières phases du projet, en fait, est parti à la retraite, ce qui fait qu'on n'a plus de muséographe. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué parce que, enfin, c'est un vrai métier. Donc là, on est vraiment en difficulté sur certains points. Et en même temps, donc on n'a pas de muséographe en interne, nous, mais du coup, et en même temps, on se protège un peu de cette volonté de signer une muséographie très forte, puisque l'architecte, autant il est très présent sur les questions de bâtiments, etc., autant sur le mobilier muséographique, on est sur quelque chose de relativement neutre, et donc on est assez libre. Donc c'est à la fois avoir un muséographe, c'est une chance inestimable, notamment en interne, je pense. Et en même temps, là, du coup, on a peut-être plus de liberté, on se protège un peu de cette absence de modularité dont souffrent certains musées. Alors, je vois qu'il y a Hélène Decamp, qui est responsable des expositions en Bretagne, qui veut peut-être prendre la parole. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question. Je m'interrogeais par rapport à ce que vous avez présenté, Maximilien, où vous nous expliquiez que dans le projet du musée savoisien, il y avait une modularité des vitrines qui avait été imaginée dès la conception du projet, qui permettait en fait d'envisager des rotations de collections, mais aussi des rotations thématiques au sein de ces vitrines. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Disons que c'était plutôt par le geste de la scénographe qui est Adeline Rispal, donc, qui est très installée dans le milieu, qui fait que c'est très cloisonné, notamment pour ce parcours en marguerite et pour ce cloître, ce tour du cloître, qui est un peu le parcours de référence dans lequel on est obligé de circuler avant d'aller dans les autres salles. Disons que c'est plutôt par la proposition de la scénographe et que, du coup, les conservateurs, les deux conservatrices qui sont à la tête du musée, en tirent parti avantageusement et se disent « c'est vachement bien ce qui est proposé parce que du coup, nous, ça nous permettra une modularité ». Après, moi, je suis arrivée dans la phase où on commençait à penser déjà à l'installation. Moi, je suis arrivée à la réception du bâtiment. Donc vraiment au moment un peu charnière et au moment aussi où il y avait Version Bronze, qui est un prestataire bien connu
bien connus, qui concevaient justement cette modularité. Et eux, ils devaient concevoir notamment des soclages, et notamment pour un objet en particulier qui est... oh, Sébastien va me tuer. C'est le cadastre, en gros. En plus, c'est son objet préféré. C'est le cadastre savoyard qui a été réalisé notamment par l'ancien duché de Piémont-Sardaigne. Le but, ça va être de pouvoir le présenter, mais ce sont des énormes plans. Ils ne sont pas tous à la même taille. Il faut pouvoir concevoir une Marie-Louise qui puisse être à peu près modulable et en même temps qu'on puisse remplacer de manière assez simple un plan qui va être accroché au mur, hein, qui est en position verticale. Donc en fait, ça a été plutôt par des solutions de soclage très bien pensées qui va permettre cette modularité. Et normalement, il a été calculé qu'en une journée, on pouvait remplacer tous les documents graphiques présentés. C'était l'une des premières questions, pardon, juste une dernière remarque, c'était une des premières questions que j'ai posées à Marianne et Sébastien quand je suis arrivée en disant, mais là pour l'instant, on a toutes les RH possibles et imaginables, donc c'est très bien, et ça a l'air, enfin c'est même en accroissement, c'est même en développement en Savoie, je pense que c'est particulièrement rare pour être souligné. Moi j'ai pensé évidemment RH plus tard, dans 3 ans, 4 ans, on ne sait pas ce qui va se passer. Pour l'instant, c'est vraiment pas du tout quelque chose qui est considéré parce que le temps n'est absolument pas à ça. Mais effectivement, moi, c'est une des questions que j'ai posées, de savoir est-ce que dans 3 ans, 4 ans, on arrivera toujours à le faire? Oui, et puis moi, pardon. la question que je me posais, c'était effectivement comment ça pouvait fonctionner d'un point de vue d'une technique, enfin, d'un point de vue vraiment d'installation scéno, mais aussi dans l'équilibre en fait du récit de ce parcours de référence. Parce que voilà, c'est effectivement l'action sur les collections elles-mêmes, mais c'est vrai que parallèlement à ça, on entend bien les grandes thématiques en fait qui sont abordées dans un parcours de ce type, et le fait d'une intervention qui, enfin, comment est-ce qu'on peut envisager une intervention ponctuelle, alors effectivement d'un point de vue technique RH, mais une intervention ponctuelle qui ne déséquilibre pas en fait l'ensemble du récit en s'adressant à un espace restreint du musée. Là, on parlera un autre jour de la politique d'acquisition, mais par exemple, pour vous dire, on a acheté 4 fois le même ouvrage, qui est un ouvrage qui a été commandé par Napoléon III de Vue de la Savoie, pour pouvoir présenter, pour déjà pouvoir tourner les pages, et pour pouvoir, lorsque ce sont des estampes qui sont détachables du livre, pouvoir les présenter à peu près en rotation, en ayant 4 fois le même exemplaire. Donc disons que c'est surtout des choses par rapport à la conservation, par rapport à des problématiques de conservation plutôt que par rapport à des problématiques de récit. Le cadastre, quelle que soit la planche, ça ne raconte pas la même histoire. Donc ça, il faut être également bien net. Et les cartels, d'ailleurs, sont prévus pour être assez larges, pour n'avoir à faire que des modifications mineures. Et puis voilà. C'est vrai que outre la capacité d'évolution et de cohérence du parcours et du récit à conserver, avec le choix quand même de ce système modulable de glissière qui fait qu'il y a des objets en vitrine, mais il y a quand même beaucoup d'objets qui ne sont pas présentés en vitrine, ce qui crée une rencontre avec l'objet qui est vraiment chouette. Mais c'est comment l'équipe a intégré. C'est vrai que ça serait peut-être intéressant si on organise une visite pro là-bas, je pense que ça serait vraiment chouette d'avoir aussi leur retour d'expérience après 1 an d'ouverture. Comment ils ont pensé aussi le fonctionnement, parce que j'imagine en termes de dépoussiérage, de nettoyage, de rotation. Là, vous disiez le partenariat fort aussi avec les services d'archives, mais du coup, ça veut dire quand même des moyens assez conséquents chaque année à mettre au service du renouvellement du parcours de référence. Donc, est-ce que ça veut dire qu'en regard, la politique d'exposition temporaire est très limitée, ou en tout cas, je crois que leur salle n'est pas très, très grande, mais je ne sais plus comment... voilà, ça pose la question des équilibres, et finalement, c'est un peu le choix qu'a fait Gadan, mais que vont-ils faire après l'ouverture, l'idée d'événementialiser tous les ans le parcours, avec l'ouverture d'un nouvel espace thématique chaque année, mais ce que disait Xavier de Lasselle, alors il n'est pas là, je vais le faire intervenir de manière plus précise, mais il disait quand même que le rythme de cette événementialisation qu'ils avaient au départ pensé un par an, ils n'ont pas pu le tenir.
il est très lourd à gérer et au final, là, les équipes sont épuisées. Et j'imagine qu'au musée savoisien, rouvrir un musée, tenir aussi, c'est extrêmement lourd et fatigant en termes de charge, que ce soit la charge mentale, que ce soit la charge physique. Donc, se pose aussi la question de comment, du ralentissement, derrière, soit derrière. Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a Florence qui veut réintervenir, qui a relevé la main. Non, alors en fait, je n'arrive pas à la baisser depuis tout à l'heure, curieusement. J'ai essayé, mais ça ne marche pas. Bon, si on veut tenir notre horaire d'1h30, on est arrivé au terme de l'horaire qu'on s'est imparti. On est loin d'avoir épuisé l'ensemble je pense, des questions sur ce sujet. Je pense que ça serait intéressant qu'on y revienne. Donc, je vois que le musée de Saint-Malo va nous quitter, mais peut-être que ça serait intéressant de prolonger. Nous sommes en train de construire la maquette de nos rendez-vous 2024. Donc, peut-être des retours. Si la question des expérimentations est un sujet qui intéresse, peut-être qu'on pourrait revenir sur des cas concrets d'expérimentation. Si Saint-Malo a envie, bien sûr, de causer, Saint-Malo vient d'intégrer tout récemment la FEMS, et comment peut-être le nouveau projet de parcours permanent, refondu, va se nourrir justement de ces expériences d'exposition temporaire, ça pourrait être intéressant de les entendre. Et d'autres. Est-ce que cela vous convient? Est-ce qu'il y a d'autres idées, d'autres envies? Pas à ce stade. Écoutez, en tout cas, je remercie nos collègues conservateurs et conservatrices en leur souhaitant bon courage aussi. Vous êtes encore dans les premiers mois de vos prises de poste, et puis on suivra avec attention, je pense, ce que vous allez faire. On a noué, là, je trouve, aussi de belles relations, et ça nous permet aussi de ne pas causer, entre guillemets, cause adhérents aux écomusées et musées de société, mais avec Hélène, avec votre présence, et Manon, avec des musées aussi de beaux-arts, des musées, des connotations derrière qui permettent d'envisager l'évolution de la place du musée de manière ouverte. Donc, on en est très heureux et on espère poursuivre cela. Donc, à très bientôt, et merci à toutes et tous. Bonne journée. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup, Céline. Bonne journée.